Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président cubain poursuit sa visite de travail d'amitié en Algérie. Nous revenons dans ce journal sur des relations exceptionnelles entre Alger et la Havane. Nous vous rappelons également les décisions prises par le président de la République Abdelmajid Tebboune en faveur de Cuba, de son peuple et de sa jeunesse. Les détails dans un instant. Dans ce journal, il sera également question de coopération algéro-cubaine dans le domaine de la santé. À Ouargla, un hôpital ophtalmologique offre des soins de qualité aux habitants de toute la région, ce qui leur évite de faire des déplacements vers d'autres wilayas. Il sera question dans ce journal de décrets publiés dans le journal officiel, des décrets très attendus sur les conditions d'activité de concessionnaires et sur les conditions fixant les modalités de construction de véhicules en Algérie. Au Maroc, apparemment, rien ne va plus au moment où les enseignants sont tabassés par la police pour avoir défendu leurs droits. Les avocats menacent de bloquer les tribunaux du pays. Enfin, de l'écotourisme à Timimoun, l'Oasis est très prisé en cette période de l'année. Comment inculquer aux visiteurs de devenir des écotouristes responsables? C'est à travers des gestes simples que nous allons découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermudez poursuit sa visite de travail et d'amitié de 3 jours en Algérie. Hier, il a eu des entretiens avec le président de la République Abdelmajid Tebboune. Il avait animé avec le chef de l'État une conférence de presse dans laquelle il est revenu sur la solidité des relations bilatérales. Pour sa part, le président de la République Abdelmajid Tebboune avait lancé un message fort à l'endroit de la jeunesse cubaine, tout en décidant de supprimer les intérêts sur les dettes cubaines. Retour sur cette visite avec Amélie Siritir. Le renforcement des relations historiques et fraternelles entre Alger et la Havane, c'est ce qui a marqué la visite de travail et d'amitié en Algérie du président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermudez. Des relations d'amitié nourries des valeurs de liberté, de paix et de justice que partagent les deux pays. Une réunion mixte de haut niveau de la commission mixte est prévue début 2023 à La Havane. Elle verra la participation de 150 investisseurs algériens. Objectif, examiner de nouvelles opportunités d'investissement à Cuba. Lors de cette visite, d'importantes décisions ont été prises par le président de la République Abdelmajid Tebboune, comme l'annulation de tous les intérêts sur la dette cubaine. Il a été décidé également de faire don à Cuba d'une centrale électrique solaire pour approvisionner la capitale, la Havane, en électricité. En plus de reprendre les approvisionnements en hydrocarbures pour permettre à ce pays ami d'alléger les répercussions de la crise économique. L'Algérie et Cuba sont unis par des relations historiques privilégiées qui remontent à la lutte commune de leur peuple et à leur engagement de soutenir les causes justes de par le monde. La qualité de relations politiques avec leur dimension humaine, préludant à une nouvelle étape de coopération bilatérale étroite dans tous les domaines. Le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermudez s'est entretenu avec le président de la République Abdelmajid Tebboune. Des entretiens qui se sont élargis par la suite aux membres des délégations des deux pays, qui ont mis en avant la coopération dans les domaines économiques, financiers et énergétiques entre les deux pays. Les deux présidents ont réitéré la volonté des deux pays de promouvoir la coopération bilatérale et de renforcer les échanges dans différents domaines. Lors de cette visite, les délégations des deux pays ont eu plusieurs rencontres et des séances de travail en vue de renforcer et de développer la coopération bilatérale à différents niveaux. Et le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermudez a visité ce matin Jamal Jazair à Alger. Il était accompagné par le ministre de la Santé Abdelhak Saihi, la ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji. À son arrivée, le président cubain a été accueilli par le recteur de Jamal Jazair, Cheikh Mohamed Ma'moun Al-Qassimi Al-Husseini. Le président cubain a contemplé cet édifice religieux, culturel et scientifique et écouté les explications fournies par les responsables sur place de la plus grande mosquée d'Afrique et la 3e au niveau mondial.
Le président cubain a exprimé son admiration devant cette infrastructure qui se distingue à l'échelle internationale par son minaret. Le président cubain a signé par la suite le livre d'or de Jamal Jazair et a fait cette déclaration. Je suis très heureux de visiter Jamal Jazair qui nous permet de découvrir la richesse culturelle et cultuelle de l'Algérie. Cette belle mosquée nous inspire un sentiment de quiétude et de sérénité. Notre visite en Algérie coïncide avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations entre Alger et La Havane. Ces relations reflètent parfaitement notre amitié, notre coopération et la solidarité entre les deux pays. Et justement, en parlant de coopération, la coopération entre l'Algérie et Cuba dans le domaine de la santé ne date pas d'hier. En témoigne l'hôpital d'ophtalmologie de Ouargla. Une plateforme numérique permet aux patients de réserver leur rendez-vous en fonction de la première auscultation. Ils sont dirigés vers le service adéquat. Reportage de Aïssa Toumi, commentaire signé Yasmine Messaouti. L'hôpital ophtalmologique Amitié Algérie-Cuba à Ouargla. Une infrastructure de haut standing dédiée à l'ophtalmologie qui connaît une grande affluence. Différentes maladies oculaires sont prises en charge par un staff médical spécialisé en la matière. Il n'y a rien à dire, cette structure est très bien organisée. Tout est parfait, que cela soit pour l'accueil ou pour la prise en charge. Nous sommes satisfaits. Au début, nous commençons par une auscultation générale. Par la suite, nous orientons le patient vers le service qui lui correspond. Nous lui faisons passer un examen ophtalmologique et nous le programmons pour une chirurgie si cela est nécessaire. Doté d'un matériel de pointe, cet hôpital permet au personnel médical d'assurer aux patients une prise en charge de qualité. Le malade passe par 3 étapes. La première est la prise de rendez-vous sur la plateforme numérique de l'hôpital. Ensuite vient la confirmation de son rendez-vous. Et enfin, nous lui établissons un dossier médical. L'hôpital reçoit en moyenne 900 à 950 patients par jour. Pour ce qui est de la chirurgie, les médecins effectuent 80 interventions chirurgicales par jour. D'une grande importance pour la wilaya, cette infrastructure épargnera aux malades de la région les longs déplacements et de bénéficier d'un service de qualité à proximité. Et dans le volet industriel de ce journal, un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, les conditions d'activité de concessionnaires. Ces conditions sont enfin connues, elles ont été publiées dans le journal officiel. Lesquelles? Réponse avec Raouf Hamouche. Ce texte définit l'activité de concessionnaire par toute activité consistant en l'importation pour la revente en l'état de véhicules neufs sur la base d'un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant. L'article précise que l'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs est ouvert aux sociétés de droit algérien créées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le concessionnaire agréé doit s'implanter au niveau d'au moins 28 wilayas répartis sur le territoire national. Toujours selon le texte, le concessionnaire agréé doit également disposer d'un stock suffisant de pièces de rechange et d'accessoires d'origine ou de qualité homologués par le constructeur concédant pour la prise en charge des clauses de la garantie et du service après-vente des véhicules. Concernant le paiement pour l'acquisition de véhicules, le texte explique qu'il doit s'effectuer par un moyen de paiement scriptural à travers les circuits bancaires et financiers. Le décret stipule par ailleurs que l'investisseur postulant est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable dont la durée de validité est fixée à 12 mois. Lui permettant d'accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement. Ajoutez à cela que l'exercice effectif de l'activité est conditionné par l'obtention de l'agrément, un agrément délivré par le ministère chargé de l'industrie et qui est valable pour une durée de 5 années renouvelable. Enfin, concernant le type de véhicule neuf commercialisé, le décret exécutif stipule que ne sont autorisés à l'importation par les concessionnaires de véhicules neufs dans la catégorie de véhicules de tourisme que ceux équipés d'un moteur essence, électrique, hydrogène hybride, essence électrique, essence hydrogène ou GPL-GNC ou en être prédisposés.
Autre condition très attendue par les constructeurs, les conditions fixant les modalités de construction de véhicules en Algérie. Ils fixent entre autres les taux d'intégration et les mesures de sécurité que ces constructeurs devraient désormais respecter. Les détails avec Marine Davis. Le deuxième décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules. Le nouveau texte stipule que l'exercice de l'activité de construction de véhicules est subordonné au respect des dispositions du présent décret et à la souscription au cahier des charges. À cet effet, souligne le document, l'exercice de l'activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers est ouvert aux constructeurs propriétaires de marques de véhicules agissant seuls ou en partenariat par la création d'une société de droit algérien, ajoutant que cette activité est également subordonnée par la réalisation d'un investissement répondant aux critères de qualification des investissements structurants tels que définis par la législation et la réglementation en matière d'investissement. L'exercice de l'activité exige également la présentation d'une lettre d'intention portant sur l'adhésion du constructeur propriétaire de marque dans la stratégie nationale en matière de construction de véhicules. L'exercice de l'activité de construction de véhicules est subordonné à l'obligation d'atteindre à compter de l'obtention de l'agrément un taux d'intégration minimal qui évolue comme suit. Au terme de la deuxième année, 10%, au terme de la troisième année, 20%, au terme de la cinquième année, 30%. L'investisseur postulant est soumis préalablement à la réalisation de son investissement à l'obtention d'une autorisation préalable à l'effet de lui permettre d'accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement. Elle ne constitue en aucun cas une autorisation d'exercice de l'activité de construction de véhicules. L'autorisation préalable est délivrée par le ministre chargé de l'Industrie sur avis conforme émis par le comité cité à l'article 23 dans un délai de 30 jours. À compter de la date du récépissé de dépôt, l'autorisation est valable pour une durée de 24 mois. Prorogé de 12 mois sur demande justifiée. L'exercice effectif de l'activité de construction de véhicules est subordonné à l'obtention d'un agrément. Le chapitre 3, qui concerne le régime préférentiel applicable à l'activité de construction de véhicules et modalités de son octroi, le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel prévu pour les matières premières importées ou acquises localement. Le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel pour l'importation des ensembles, sous-ensembles et accessoires sous réserve d'atteindre le taux d'intégration minimal de 10%. Le chapitre 4 concerne le contrôle et le suivi de l'activité. Il est créé auprès du ministre chargé de l'Industrie un comité technique composé des représentants de plusieurs secteurs chargé de différentes missions, parmi lesquelles le comité est également chargé d'émettre un avis conforme sur les demandes des investisseurs relatives à l'autorisation préalable et à l'obtention de l'agrément. Dans le chapitre relatif aux engagements, obligations et garanties, il est stipulé que les véhicules à produire doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les véhicules doivent également être dotés de dispositifs répondant aux spécifications techniques en matière de sécurité. Les pièces de première monte doivent par ailleurs être garanties par le constructeur propriétaire de marque ou ses fournisseurs homologués. Les constructeurs de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers doivent réaliser des opérations d'exportation de véhicules au terme de la 5e année à partir de l'obtention de l'agrément. Le constructeur s'engage à assurer la disponibilité des pièces de rechange et accessoires au niveau de son réseau de distribution. Le constructeur doit assurer à sa charge au profit du client la garantie du véhicule livré tel que prévu par la réglementation en vigueur. Et ces constructeurs devraient faire appel à des sous-traitants. Et justement, s'exprimant lors d'une conférence de presse animée en marge de la clôture du 7e Salon international de la sous-traitance au Palais des Expositions, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, a déclaré que les acteurs du secteur ont déployé de grands efforts pour promouvoir l'intégration locale et développer la sous-traitance industrielle. De son côté, le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et de la micro-entreprise, Yassine Mehdi Walid, a rappelé le grand intérêt accordé par son secteur pour la sous-traitance. Je vous propose d'écouter leur déclaration.
Nous espérons aller vers une industrie réelle. La concrétisation de ces projets sera le point de départ effectif de tous les segments de l'industrie mécanique, tels que la fabrication des camions, des bus ou des véhicules utilitaires et touristiques. Nous espérons atteindre un taux d'intégration dans les plus brefs délais, comme cela a été mentionné dans le cahier des charges, dans un délai acceptable. Un taux d'intégration de 10% dans un délai de 3 ans, 20% dans un délai de 4 ans et 30% dans un délai de 5 ans. Cela devrait nous permettre de mettre en place un tissu industriel concurrentiel et compétitif. La plateforme électronique qui sera lancée vers la fin de l'année en cours et activée dès janvier prochain se veut le trait d'union entre les grandes sociétés, les petites entreprises et les start-up. Elle permet de réduire l'importation des produits qui peuvent être fabriqués localement par les petites entreprises et les start-up tout en assurant un marché national pour ces entreprises. Voilà pour ces déclarations. Parlons maintenant de cette importante opération d'augmentation de la bande passante opérée par Algérie Télécom. Elle est passée de 2,8 terabytes seconde en 2021 à 7,8 terabytes seconde, ce qui permet une connexion plus rapide, plus fluide et un taux de pénétration plus élevé via la fibre optique. Les détails avec Raouf Hamouche. L'opération d'augmentation de la bande passante internationale d'Algérie Télécom est désormais effective, passant de 2,8 terabytes par seconde en 2021 à 7,8 terabytes par seconde en 2022. Une augmentation qui permet de réunir les conditions pour concrétiser le programme d'action pour le déploiement de la fibre optique et le raccordement des 2/3 des foyers. Cette opération est le résultat des projets qui ont été entrepris par le ministère de la Poste et des télécommunications en matière de modernisation des couches du réseau national d'Internet, et ce, pour permettre aux abonnés d'avoir une meilleure connexion. Une augmentation qui prend tout son sens, notamment en cette période exceptionnelle où tout se fait en ligne. Études, achats, paiement de factures, des opérations qui nécessitent un bon débit. Dans l'actualité internationale, l'Algérie a présenté ses condoléances les plus attristées au peuple palestinien suite à l'incendie d'une maison dans le camp de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, qui a fait des victimes et des blessés. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, l'Algérie réitère sa pleine solidarité avec l'État de Palestine pour surmonter cette épreuve et les défis qu'elle implique, notamment avec la poursuite de l'occupation des territoires palestiniens et le blocus injuste imposé à la bande de Gaza. En France, les tarifs des billets d'avion vont encore augmenter à courte échéance. Les compagnies aériennes récupèrent ou répercutent plutôt les cours du pétrole et de l'inflation. Ont prévu donc des représentants des secteurs aériens, ils ont prévenu les voyageurs en France au moment donc où la SNCF annonce une hausse, une moyenne de 5% pour les TGV. Pour les billets d'avion, c'est 18,9% selon les derniers indices publiés ce mois de septembre par la Direction générale de l'aviation civile. Des eurodéputés de tout groupe politique, de la Commission des libertés civiles et de la justice, des affaires intérieures du Parlement européen exigent une enquête rapide et indépendante sur le drame migratoire Nador Melilla survenu juin dernier, quand au moins 23 migrants subsahariens ont été sauvagement tués par la police marocaine. Les détails avec Majda Jahmoun. Du 24 juin dernier fait toujours parler de lui au sein de l'Union européenne. Un massacre sans précédent commis par les forces du Marzen à l'égard des migrants subsahariens qui tentaient de franchir les frontières entre le Maroc et l'Espagne. Ce drame n'a laissé personne indifférent, y compris les eurodéputés de tous les groupes politiques de la Commission de liberté civile, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen. Des députés qui exigent une enquête rapide et indépendante.
D'après la socialiste portugaise Isabel Santos, ce qui s'est passé le 24 juin dernier exige une enquête indépendante et rapide. De son côté, la socialiste allemande Brigitte Sippel a souligné qu'il est temps de faire pression sur le parquet espagnol et les médiateurs pour qu'il y ait des enquêtes impartiales en Espagne et au Maroc, dénonçant les contradictions dans les versions des autorités marocaines et espagnoles sur ce qui s'est passé le 24 juin dernier. Le socialiste italien Pietro Bartolo a quant à lui indiqué que ce qui s'est passé le 24 juin dernier est inacceptable. L'absence du ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, à cette réunion a été regrettée par les différents intervenants après avoir décliné l'invitation qui lui a été adressée formellement par la commission parlementaire le 25 octobre dernier. Les vidéos et images circulent toujours sur les réseaux sociaux montrant le grand nombre de migrants au sol violemment tabassés par le Marzane, ce qui continue de provoquer la colère et l'incompréhension des défenseurs des droits de l'homme dans les 4 coins du monde. Et au Maroc, visiblement, rien ne va plus. Après les enseignants, ce sont les avocats qui menacent de bloquer tous les tribunaux du pays. À l'origine de ce bras de fer avec le gouvernement, un désaccord sur les nouvelles dispositions fiscales relatives à l'impôt sur le revenu des avocats prévues dans la nouvelle loi de finances. Les détails avec Marim Damis. En raison de la grève générale observée par des avocats, les tribunaux marocains sont à l'arrêt depuis plusieurs jours déjà. Une grève dictée par la situation désastreuse dans laquelle évoluent ces avocats, mais aussi par la campagne sans précédent qui a ciblé la corporation. Après plusieurs actions de protestation, c'est maintenant une cessation de l'activité dans tous les tribunaux du Maroc qui est décrétée pour dénoncer notamment ce que les avocats qualifient de campagne de ciblage de la profession. اليوم ما يقارب 19 يوم من الوقفات داخل المحاكم 19 يوم ونحن لا نلج لقاعات الجلسات ديال المحاكم 19 يوم والملفات تؤخر على الحاله 19 يوم وفعلا العداله معطله ما كيكونش تواجد ديال المحامي بمعنى حقوق ديال المتقاضين كتبقى على المحاك وكتبقى بين قوسين هذا هو الامر اللي كنحاولوا نوصلوه هاد الناس راه الضغط اللي كتمارسوا على الشعب سوف لن يصل الى مبتغاكم والضغط اللي كتمارسوا على المهنه ديال المحاماه باش انها تكشيد دافع جيوب ديال المواطنين باش انها تولي كتحصل الفلوس من عند جيوب ديال المواطنين باش تعطيها الماليه ديك ماشي خدمتنا حنا نشكل واحد الرساله اللي هي انسانيه حنا عندنا هنايا الملفات اللي هي حقوقيه عندنا ملفات اللي هي سياسيه عندنا ملفات اللي هي تطوعيه اللي كيتطوع فيها المحامي. Le bras de fer entre les avocats et le gouvernement est né d'un grand désaccord autour des nouvelles dispositions fiscales relatives à l'impôt sur le revenu des avocats prévues dans le projet de loi de finances 2023, mais aussi de la dégradation de leur situation socio-professionnelle à l'image de l'ensemble de la société marocaine, qui ne sait plus à quel sein se vouer. وقفتنا اليوم تأتي رفضا لمخرجات الاتفاق الذي تم بين جمعية هيئة المحامين بالمغرب ورئيس الحكومة. هذه المخرجات التي لا تلبي المطالب المشروعة للمحامية والمحامين التي عبرنا عنها منذ بداية هذا الحراك. مطالبنا بسحب المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023. ما دام هذه المقتضيات لم تسحب فنحن مستمرون في التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات والإجراءات والقيام بوقفات احتجاجية في جميع محاكم البلاد. تم فقط التخفيض من مبلغ الأداء المسبق. نحن نرفض الأداء المسبق من أساسه طالما أن هذا الأداء المسبق باقي فنحن مستمرون في الاحتجاج ضده. Les avocats ont souligné que leur profession ne peut être soumise à la logique du commerce car c'est une profession qui porte un message universel en matière de droits de l'homme, notant que les nouvelles mesures fiscales frappent au cœur du principe de la liberté judiciaire, ce qui compliquera encore la situation. Et la situation avec les enseignants n'est pas meilleure. Les manifestations ou les manifestants sont réprimés. Une situation inacceptable pour la Fédération nationale de l'enseignement qui a appelé à de larges mouvements de protestation. Les détails avec Amel Barba. C'est l'humiliation de trop. Au Maroc, le Marzane réserve la matraque aux enseignants dont la noble mission est de prodiguer le savoir.
Ces enseignants et fonctionnaires de l'éducation et de l'enseignement qui manifestaient pacifiquement à Rabat pour réclamer leurs droits légitimes ont été brutalisés, humiliés et passés à tabac par les forces marocaines. Un sit-in devant le siège du ministère de l'Éducation ainsi qu'une marche vers le Parlement ont été violemment réprimés, faisant des blessés dont certains ont perdu connaissance et d'autres interpellés par la police marocaine. أندد وأستنكر غاية استنكار المنع والقمع الذي تعرض له إخواننا المقسيات والمقسيون بمدينة وجدة، حيث تم منعهم من الالتحاق بمدينة الرباط للقيام بالوقفة أو لتجسيد الوقفة الاحتجاجية والمسيرة. نفاجأ كذلك عند تواجدنا هنا بقمعنا من طرف هذه القوات كما يظهر من ورائي. فمعركتنا النضالية مستمرة ولن نتوقف حتى انتزاع هذا الحق. La Fédération nationale de l'enseignement, qui a appelé à de larges mouvements de protestation, dénonce l'attitude du régime du Marzen qui fait la sourde oreille aux revendications des travailleurs du secteur, ce qui menace sérieusement l'année scolaire en cours. هذه المحطة النضالية جاءت كرد فعل على مخرجات الحوار القطاعي التي لم تستجب لمطالب التشغيلة التعليمية والتي بقيت إلى حدود الساعة مرتكزة على المبادئ الأساسية للنظام الأساسي الجديد. إذا بالنسبة لنا هذا النظام الأساسي هو نظام أساسي يكون بدون جدوى وبدون نفع إذا لم يستجب لقضايا ونساء رجال التعليم. ملفات كثيرة ومتعددة وجب الحسم فيها بكل جرأة مع الوزارة الوصية، وفي هذا الإطار جاء البلاغ ديال التنسيق النقابي الخماسي للنقابات الأكثر تمثيلية بإمهال الوزارة لمدة أسبوع من أجل الحسم في الملفات المطروحة قبل اتخاذ أي خطوات نضالية تصعيدية موحدة من أجل انتزاع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم. إذا من طبيعة الحال التواجد ديالنا الآن جاء كان تلبية للنداء ديال المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، بحكمنا أننا فئة من داخل تناضل من داخل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. الملف ديال الدكاترة هو من بين الملفات اللي عمرت طويلا، يعني أن أكثر من 20 سنة. Pour les manifestants, la seule solution pour désamorcer la crise est de répondre immédiatement à leurs revendications. Malgré le recours des forces du Marzen au matraquage et aux pratiques répressives, les manifestants sont bien déterminés à aller au bout de leur combat. Retourne à Algérie, on vous invite à présent à un voyage à travers l'histoire de l'Algérie, de l'indépendance à nos jours. Un spectacle de chorégraphie intitulé Bin al-Barh wal Youm. La metteur en scène a fait appel à un chorégraphe, s'est inspiré de la musique algérienne pour monter son spectacle. Couverture signée Lamia Boudbouda. C'est l'heure de la métamorphose pour les danseurs du ballet de l'Opéra d'Alger. On se coiffe et on se familiarise avec son costume pour le spectacle de danse contemporaine El Jazair Bin al-Barh wal Youm et qui nous entraîne dans un voyage de mémoire sur l'édification de l'Algérie de l'indépendance à nos jours. Et c'est signé d'une main de maître, Fatima Zohra Namous Snoussi. L'idée m'est venue depuis un bon bout de temps de me dire, bon, écris et monte un spectacle de l'indépendance à ce jour. Quels ont été les grands événements qui nous ont marqués de 62 à 22. C'est vrai qu'on ne peut pas tout mettre dans une pièce de ballet comme ça de 1h05, 1h10 de minutes. Mais je me suis dit, on y va. Donc j'ai pris mon stylo, ma mémoire, parce que c'est en tant que, on va dire, acteur de tous ces événements que je parle. Donc de l'indépendance à ce jour, j'ai vécu de bonnes et de mauvaises choses, comme dans tous les pays du monde. Et donc je dis, on ne doit rien oublier. Écrire notre histoire, c'est pour nos enfants. Dans le jargon artistique, on appelle ces répétitions le filage. Régisseurs, costumières, techniciens s'activent autour de la scène. Jamel Tchek est professeur répétiteur. Il veille sur la justesse de l'interprétation chorégraphique. Mon rôle de surveiller les artistes de ballet, de ne pas tromper, de poursuivre les lignes, la chorégraphie, l'emplacement. Et en parallèle, je reçois des consignes de Madame la chorégraphe.
Entre les différents tableaux chorégraphiques, les danseurs ne disposent parfois que de quelques secondes pour changer de costume. Ce qui est difficile, c'est les répétitions répétitives et les changements de costume que les gens, les spectateurs ne voient pas. Il y a une pression énorme. On va dire qu'il y a 30 secondes entre un changement de costume et l'autre et des entrées différentes. Donc on doit courir, on doit faire attention à nos pas, il fait noir. Donc il ne faut pas faire de bruit pour que le public ne nous entende pas. Donc il y a certains règlements et certaines conditions qu'on doit respecter pour faire partie de ce ballet. En tant que jeune Algérien, je suis fier des nombreuses réalisations accomplies par l'Algérie, une fierté qu'il faut en permanence exprimer. À la gestuelle envoûtante, les danseurs évoluent sur une composition musicale originale. On s'inspire de la chanson de Ahmed Wahbi, le fannan, Yad Zahir. Donc, بدينا بالl'air Yad Zahir et on a fini par Adel. Pour moi, c'est un partage avec Madame Nemos. Oui. بين البارح واليوم. El Jazair bin El Barah William promet d'être un spectacle vivant, haut en couleurs et un hymne à cette jeunesse qui participe à l'édification d'une Algérie plus forte que jamais, à voir absolument. Direction l'Oasis Rouge maintenant. Timimoun pour vous parler d'écotourisme. Une rencontre nationale a été organisée par l'Association nationale scientifique des jeunes. La rencontre a regroupé une trentaine de cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports avec un objectif affiché, les transformer en écotouristes. Comment ? Eh bien à travers des gestes simples et écologiques qui permettent de garder nos sites touristiques propres et attractifs. Reportage signé Walid Yousfi. Ils sont venus des quatre coins du pays pour assister à la rencontre nationale sur l'écotourisme. Au programme pour ces éducateurs et cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports, visite guidée du Rsak Darla d'Aoulet Saïd, un des Rsak qui font la renommée de Timimoun. C'est une occasion pour les éducateurs pour bénéficier, c'est-à-dire des ateliers et même temps des conférences et des sorties pédagogiques sur le terrain, des visites guidées pour prendre beaucoup de choses sur c'est quoi l'écotourisme et en même temps il y aura un échange d'expériences entre présentations entre les participants. Nous avons abordé les grands axes concernant l'écotourisme durable et la meilleure façon pour protéger les sites touristiques et diminuer toutes sortes de pollutions. Une fois rentré, on transmettra ce qu'on a appris ici aux jeunes de nos régions et développer ce concept chez nous. L'écotourisme durable est une forme de tourisme axée sur la conservation de l'environnement, des sites touristiques et des lieux naturels visités. C'est aussi un moyen de diminuer l'impact des touristes sur les lieux les plus fréquentés. L'écotourisme a un intérêt premièrement écologique, protection de l'environnement en faisant promouvoir ou en sensibilisant le visiteur à l'intérêt du site, à sa valeur biologique, écologique et aussi à un intérêt social concernant par rapport à ce qu'il peut apporter à la population qui y vit. Appelé aussi tourisme vert, l'écotourisme permet d'encourager les initiatives éco-citoyennes basées sur l'expérience et l'apprentissage, où le touriste est davantage acteur responsable de son voyage. Et les participants au 5e rallye international d'Algérie, Challenge Sahari, devraient se plier à ces règles aussi. La 3e étape s'est déroulée hier dans un circuit fermé à Mnia. Les détails avec Sid Ahmed Bouraïb. La majeure partie de cette 3e étape s'est déroulée sur le sable, où les pilotes ont escaladé d'énormes dunes. Dans de telles conditions, l'expérience joue un grand rôle. Ces derniers ont misé plus sur la technique que sur la vitesse. Abdelkader Mibarki a encore une fois survolé l'étape dans la catégorie moto avec un temps de 2h25 minutes 58 secondes. Chez les SSV, la victoire est revenue à Mohamed Asloun en 5h58 minutes et 12 secondes. Les Libyens, Abdelrahali et El Temtem, dans la catégorie véhicule 4x tout-terrain, ils ont parcouru la distance en 3h03 minutes 50 secondes.
Le parcours était très difficile, avec un roadbook qui était très difficile pour trouver des endroits, pour entrer et sortir. Et à un moment donné, on a dû chercher. Mais la passe était bloquée par d'autres concurrents qui étaient ensablés. Donc il a fallu tourner et prendre une autre dune en disant on espère qu'on l'a montée, mais quand on l'a descendue, elle était à pic. Donc on était pratiquement, la voiture elle aurait pu faire un 360. Donc il a fallu vraiment descendre avec une technique pour descendre cette dune. Et après on a pu continuer. Mais c'était une étape très difficile, très physique, très physique. Le coup d'envoi de la 4e et avant-dernière étape a été donné ce matin. Les pilotes parcourant 120 km sur un circuit fermé. Les habitants de Minya étaient présents pour voir de leurs propres yeux les véhicules prendre la route. Je remercie les organisateurs de ce rallye et j'espère qu'il y aura d'autres événements comme celui-ci à Mnia. Nous sommes ici pour les aider et les encourager. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.